Alors, dans votre roman La mémoire du monde, votre héroïne déclare tout est dans la manière dont on regarde son parcours, son passé. Comment avez-vous choisi de regarder le passé de notre civilisation? De la manière la plus simple possible, comme une vieille personne raconterait son histoire à une personne d'une autre génération. Alors au début du roman, elle est toute petite puisqu'elle a commencé par son enfance et c'est une petite égyptienne qui donc est née sous le pharaon Aménophis III et dont le grand-père est le guérisseur du pharaon. Et Aménophis III a beau s'être préparé son temple de millions d'années et sa tombe somptueuse, il aspire néanmoins à devenir immortel. Et il pense que son guérisseur a les moyens de lui fournir un filtre d'immortalité. Et il le charge, alors que la petite fille n'a que 6 ans, de concocter un fil d'immortalité. Et puis 10 années se passent, et à la faveur d'événements qu'on ne va pas forcément raconter ici, il est en urgence indispensable qu'elle avale ce filtre sans savoir s'il fonctionne, s'il ne fonctionne pas. Il a été testé sur un chat la semaine précédente et elle l'avale et elle devient immortelle à l'âge de 18 ans. Et alors, quand elle devient immortelle, le filtre, quand même, minéralise son corps, elle perd une partie de son humanité. Alors elle perd physiquement une partie de son humanité, c'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de manger, de boire, de dormir, et au départ ses sensations sont extrêmement affaiblies, c'est-à-dire que toute la première partie, il y a beaucoup d'odeurs, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de sensations. Elle est dans les sensations de chaud, de froid, du sable, du désert, et effectivement, à ce moment où elle bascule, elle passe dans un domaine qui va être plus de l'ordre de la réflexion et de l'ordre de la recherche de sens et d'une certaine recherche mystique. Oui, parce que du coup, elle va traverser alors les âges et les civilisations. Quelles sont les grandes civilisations que vous avez choisi de traverser? Alors, au départ, l'Égypte, elle poursuit sa vie sous la dynastie suivante, c'est-à-dire celle de Ramsès, sortie d'Égypte, mythique sortie d'Égypte, et donc constitution de ce qui va devenir le peuple hébreu, et en fait conquête du pays de Canaan, conquête entre guillemets parce qu'elle est racontée dans la Bible comme une vraie conquête guerrière, alors qu'il semble vraiment d'un point de vue archéologique qu'il n'y ait pas eu de guerre, hein, donc pas de conquête de cette manière-là. En tous les cas, colonisation du pays de Canaan, royaume du Nord, royaume du Sud, Israël, Juda, et elle suit toutes les évolutions de ce qu'elle appelle son peuple, puisque c'est celui qu'elle a sorti d'Égypte, et la manière dont va se constituer la conscience du peuple hébreu. Et après, l'écriture de la Bible, enfin, évidemment, cette écriture-là, mais qui est bien postérieure. Et les questions qu'elle va se poser va suivre en fait presque une évolution humaine, c'est-à-dire que c'est 3500 ans de ce personnage, c'est conçu comme une seule vie humaine. Et ce premier tome serait en fait l'initiation, c'est-à-dire de la toute petite enfance où on est fasciné par les contes et légendes, avec l'enfance où on commence à poser des questions sur la nature, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi, etc. Et puis, je dirais que l'adolescence arriverait presque à Athènes avec tout le questionnement métaphysique. Est-ce que ça sert de vivre? Comment vivre? Comment être heureux? Parce qu'en fait, c'est ça qu'elle va rechercher aussi, comment trouver un peu de bonheur et d'apaisement. Parce qu'elle est dans un tumulte aussi où la perte est constante, puisque forcément, les siècles avançant, elle ne cesse de perdre. Et elle a besoin de se raccrocher à quelque chose, donc elle cherche ce sens. Et puis elle arrive à Alexandrie, donc dans la dernière partie, qui serait une sorte d'âge adulte, enfin le côté étudiant, c'est-à-dire accumulons des savoirs et peut-être le bonheur est dans la connaissance. C'est d'ailleurs sans doute ce qu'ont voulu les Grecs, puisque Sophia, au départ en grec, ne veut pas dire sagesse, mais connaissance, mais savoir. Et donc on pensait peut-être que la sagesse venait de la connaissance. Et elle l'a pensé, et donc à ce moment-là, elle se dit, alors peut-être que mon bonheur, c'est d'accumuler le savoir. Et Alexandrie représente ça complètement, puisque à cette époque, Ptolémée II décide de faire construire sa grande bibliothèque et d'accumuler tous les savoirs du monde. En fait, j'ai vraiment eu l'impression de vivre les époques et d'avoir vraiment voyagé. Parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de lecture. Même si j'avais déjà des idées un peu précises de ce que je voulais faire, je me suis quand même vraiment beaucoup plongée dans ces époques. Et beaucoup de ces personnages, finalement, me sont devenus extrêmement familiers. J'ai une tendresse particulière pour Aspasie, qui est donc une véritable muse à Athènes,
puisqu'elle va devenir la compagne de Périclès, mais elle est d'une certaine manière la mère de la philosophie, puisqu'elle a été très proche de Socrate, et on pense quand même qu'elle a aussi beaucoup influencé Socrate. Elle a disparu de l'histoire parce que c'est une femme. Et puis, on a été injuste envers elle. On est très injuste envers les femmes. Hein. Elles sont très vite traitées de courtisanes et très vite reléguées ou très vite moquées. Donc, comme elle était en plus la compagne de Périclès, on a beaucoup estimé qu'Aspasie était une intrigante. Mais je pense qu'elle a joué un rôle extrêmement important. Mais j'ai découvert aussi Empédocle, qui est un des philosophes présocratiques. Et effectivement, quand je fais vivre les personnages, alors ils prennent une existence propre qui probablement n'a pas été la leur. Mais Empédocle, je trouve, avait quelque chose d'extrêmement séduisant, c'est-à-dire qu'il a repris les 4 éléments, mais il lui a ajouté l'amour et la haine. Donc il a estimé que l'eau, la terre, le feu et l'air étaient associés et allaient s'associer en fonction amour-haine. Donc parfois ils vont s'accoler et puis parfois ils vont s'exploser. Et que c'est ça qui va faire le mouvement de la vie. Et alors, pour revenir sur l'héroïne, elle rencontre finalement 2 souffrances. Elle rencontre celle de la solitude et puis celle du deuil. Que peut la mémoire face à ces 2 souffrances ? J'ai envie de dire spontanément, elle peut oublier. Oui, je pense que le deuil est très, en fait, douloureux, mais le temps fait aussi son œuvre. C'est-à-dire qu'elle pense toujours qu'elle ne s'en remettra pas, et il se trouve que la mémoire étant sélective, et c'est aussi ce que j'ai voulu faire, parce que ce n'est pas l'histoire du monde, hein, c'est vraiment une mémoire subjective du monde, elle finit par guérir les blessures. Et par rapport au deuil, il me semble que c'est l'apprentissage que nous, on doit faire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une autre problématique que la nôtre. Certes, elle va vivre plus de deuil que nous sur sa trajectoire, mais c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés et comment nous, on va les affronter. C'est ce qu'elle va rechercher dans la philosophie ou dans les croyances. C'est comment apaiser ces souffrances-là. Quant à la solitude, elle est forcément prégnante chez elle, puisqu'elle est différente et qu'elle va être souvent vouée à s'inventer elle-même, mais il me semble quand même que c'est une problématique extrêmement actuelle, hein, qui n'est pas juste liée au fait d'être immortelle. Pourquoi ? Parce qu'on vit des vies de plus en plus individualisées, et donc forcément de plus en plus solitaires. Elle traverse, et c'est vrai que tout ce tome qui donc couvre 1200 ans, on traverse des époques où la vie est très collective. C'est-à-dire que les hommes pensent selon des codes, sont dans des vies qui sont extrêmement codifiées, extrêmement normées, et puis aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. Même si on a toujours des codes que justement on refuse. Et c'est ça que je voulais aussi montrer, c'est que quand on pense... penser de manière originale, on est quand même toujours influencé par nos pensées collectives. Et en fait, d'ailleurs, j'ai presque l'impression, il y a un film des Monty Python qui s'appelle La vie de Brian. Et dans La vie de Brian, à un moment donné, Brian est à la fenêtre, il est suivi par des foules et des foules, et tout le monde lui réclame une pensée toute faite. Et donc il dit non, non, vous êtes tous uniques. Et tout le monde répète ouais, nous sommes tous uniques. Et il y a un gars dans un coin qui dit not me. Enfin, pas moi. Et j'ai eu l'impression d'être ce pas moi, c'est-à-dire d'essayer de montrer à quel point, non, notre pensée n'est pas unique, à quel point elle est collective. Mais néanmoins, nous avons aujourd'hui cette sensation de devoir inventer nos vies. D'ailleurs, c'est une injonction presque contemporaine de changer sa vie, réinventer la vie, être soi, comment être soi. Et ça crée forcément des tensions et des angoisses et une solitude. Ce qui est important, je pense, c'est qu'à un moment donné, on ait conscience d'appartenir à une histoire et que nous ne sommes pas comme ça flottants. Et ce qui me frappe souvent dans les journaux, c'est l'absence de perspective. Les faits sont racontés au jour le jour. Et je trouve que la dimension historique donne comme une profondeur de champ qui permet d'avoir un recul sur ce qu'on vit et comprendre mieux ce qui se passe.
Et donc de ne plus être qu'un temps individuel, mais de se relier à ce temps collectif. Oui, je pense que le fait d'être relié est extrêmement important. Religion vient de relier, hein. Et c'est ce qui reliait les gens. Aujourd'hui, d'ailleurs je suis très sévère avec les religions, hein, de toute façon, dans la manière dont elles ont été ensuite construites. Mais en revanche, ce lien très important entre les êtres humains, il est important de le restaurer. Parce que on n'est pas juste des individus flottants. Et nous sommes réellement dans une pensée collective, hein.